Donc, pourquoi faire ce thème-là aujourd'hui? Donc bon, j'ai intitulé ça parce que je suis moi-même un immigré, sans aucun, aucune compétence particulière pour parler de la France évidemment, mais disons que parfois alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais le fait d'être à l'extérieur permet de voir certaines choses, je pense. Et en même temps, il y a aussi un défaut, c'est qu'on perd un peu le sens de la réalité quotidienne de ce qui se passe en France, puisqu'on n'est plus au quotidien. Mais quand on revient de temps en temps, il y a certaines choses qui frappent et dont on n'entend pas parler que je ne lis pas, par exemple, dans les médias conservateurs, même dans les médias tout court, parce que j'imagine que c'est naturel, enfin c'est tellement quotidien que personne ne le note spécifiquement, mais il y a des choses qui peuvent frapper. Pour donner un exemple, quand j'étais rentré la semaine dernière au printemps, j'étais assez frappé, en particulier à Paris, par les services de sécurité privés dans les trains, dans la RATP, la SNCF. Enfin, je veux dire, un service de sécurité relativement armé, lourdement armé, avec gilet pare-balles, armes automatiques. C'était assez, comment dire, marquant du fait que, il en ait besoin et que surtout, ça soit des milices un peu privées finalement qui fassent le travail de ce que l'État n'est plus capable de faire. Bon, passons. Donc, je vais présenter, alors, je vais essayer de tresser un constat, voilà, de ce qu'on peut dire euh, sur un État, et je vais essayer d'être réaliste, donc qui pourra peut-être sembler un peu, comment dire, un certain pessimisme, mais le but c'est pas du tout, enfin c'est d'être réaliste et de voir là-dedans qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les perspectives et quels sont aussi les éléments d'espoir pour la France. Donc le premier point que j'aimerais souligner, donc tout ça c'est des choses connues, hein, je pense que tout le monde a réussi à faire l'analyse, j'ai juste essayé d'être synthétique et de résumer, enfin de présenter les points de façon le plus claire possible. Il y a un premier point qui je trouve très marquant et qu'on a pu constater de façon encore plus importante en 2022 peut-être, enfin de façon très claire en tout cas, c'est une disparition, en tout cas dans la pratique, de la France en tant qu'État souverain finalement. Je m'explique. Donc ça fait déjà longtemps que la France n'a plus de monnaie. Parce que je reprends les quelques éléments de la souveraineté, c'est évidemment la monnaie, la diplomatie, la justice. Déjà sur ces trois points, quand on les prend un par un, c'est assez impressionnant. Donc ça fait longtemps que la France n'a plus de monnaie et qu'il n'a plus la main sur la politique monétaire. Le 2022 a été en plus marqué par une inflation et avec aucun moyen de jouer sur ça, ni pour nos exportations, ni pour limiter les dégâts sur comment on dit, le pouvoir d'achat des gens. Euh, donc c'est plus simplement donc le fait qu'on n'ait plus la main sur la monnaie a des conséquences, on le voit. Plus cette fin du liquide, de l'argent liquide qui est annoncé, qui réduit encore les libertés des gens. Bon, ça j'insiste sur cet aspect fin du liquide parce que par exemple ici au Japon, je n'ai pas de carte bancaire et ça fonctionne très bien et sans carte bancaire, je peux commander des choses sur internet. Il y a tout un tas de façons de payer par liquide, que ce soit dans les supérettes ou même au livreur qui passe. Et je peux retirer à n'importe quel distributeur, je veux dire, du coin, pas à la banque. Comme ça, 3000 ou 4000 euros d'un coup si je veux. Ça, ici, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de souci de ce côté-là encore. Donc, c'est vrai que quand on rentre en France et qu'on ne peut même pas payer un restaurant à 15 euros sans carte bancaire, quasiment, enfin j'exagère, mais il y a quasiment de ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Et enfin, ça fait surtout bizarre que tout le monde trouve ça normal. Bon. Deuxième point, c'est que on a aussi constaté en France, alors ça c'était quelque chose qui normalement était encore, enfin qui n'était pas vrai il y a quelques années et qui faisait d'ailleurs, enfin pas la fierté, mais qui faisait
l'état de la France. Par exemple, bon, c'est vrai aussi au Japon, mais même je pense dans beaucoup de pays de la planète, la France était extrêmement, disons, appréciée ou bien vue pour sa diplomatie qui était indépendante et qui se voulait, bon, qui était forte évidemment, mais qui était aussi sur la ligne gaulliste de l'époque et qui ne voulait pas être alignée avant tout pas sur les États-Unis et ni sur aucune autre puissance. Et ça fait un moment que ça s'est décoté. Et l'an dernier a été, je dois dire, une année absolument noire et catastrophique et qui met fin à l'ère de la diplomatie souveraine de la France, je crois qu'on peut le dire, avec l'histoire qui s'est passée en Ukraine et une absurdité, enfin pour la diplomatie française, une honte, tout simplement, on peut rien dire de plus, une honte internationale, puisque la France est très responsable, enfin la France, la République et les autorités républicaines est très responsable déjà de l'avènement de ce conflit, puisque elle était un des garants du traité qui a été signé en 2014-2015 avec entre l'Ukraine et le Donbass et rien n'a été fait pour les faire tenir et même tout a été fait pour appuyer la politique américaine qui cherchait à favoriser un conflit. Et puis voilà, on est devenu les caniches de la politique américaine la République ne s'en cache même plus. Sans compter que aussi, genre, c'est passé plus inaperçu, mais c'est quelque chose d'absolument capital aussi. Le corps diplomatique a été dissous par notre cher président, donc il n'y a plus de professionnels de la diplomatie en France qui sont formés maintenant. Donc en gros, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le copinage va augmenter. Voilà. Maintenant, un diplomate pourra être n'importe qui choisi par le président sans qu'il y ait de corps. Parce que ces corps-là, c'était quelque chose de très ancien régime, hein, finalement, quand on réfléchit, c'était des corps qui avaient certains privilèges et que même les élus ou même les administrations ne pouvaient pas bouger comme ça. Et il se trouve que, comme à une certaine époque, l'armée, le corps de la diplomatie et le corps de l'armée étaient les rares corps qui, dans cette république satanique, restaient sains. Et ça a été dissous. Voilà. Et puis, je ne citerai même pas tous les symboles qui font que, à chaque fois que la France ou la République est censé être sur le plan sur la scène internationale, bah, tout est fait pour bien montrer que c'est pas la France, que c'est même plus la République, mais que c'est l'Union européenne, que c'est l'OTAN, que c'est l'ONU, que c'est je ne sais quel autre organisme international, mais que la France n'est finalement qu'une sorte de département de ce nouvel État mondial. Donc premier point, plus de souveraineté économique, et plus de monnaie. Deuxième point, donc plus de diplomatie et plus de souveraineté diplomatique. Bon, sur ça, on pourrait faire des conférences entières hein, sur le démantèlement de notre réseau diplomatique international, sur la décrédibilisation complète de la diplomatie française, que ce soit en Afrique, où la Russie a pris notre place, et tant mieux pour l'Afrique, parce qu'on fait n'importe quoi, ou à d'autres endroits, bref, voilà. Sans parler du Moyen-Orient, alors là aussi, je crois, Macron a fait quand même fort, il a réussi à supprimer une des dernières traditions millénaires qui est restée, c'est-à-dire de protéger les chrétiens d'Orient, ça aussi il fallait le faire. Ensuite, troisième point, et tout ça, ça aura des conséquences à moyen terme. Faut pas après s'étonner que la francophonie devienne, enfin, va se dégrader, etc. Hein. Ensuite, troisième point, c'est sur la justice. Vraiment, le troisième aspect de souveraineté d'un État, c'est de rendre justice dans son pays, de faire en sorte qu'il y ait paix, et au moins l'ordre. Et donc c'est assez aussi symptomatique, c'est que donc on se rend compte, ça fait un moment que ça dure, mais en 2022 c'était de plus en plus clair, c'est que il n'y a plus de justice en France. C'est-à-dire que quand même les combats, je veux dire, par exemple, prenez des combats pour la vie, ce genre de choses, et ben systématiquement maintenant, pour avoir gagné une cause, on va plaider à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui prouve bien que c'est plus les cours françaises, les cours de justice en France qui sont souveraines, puisque on peut aller à une cour supérieure, qui est la Cour européenne, qui peut forcer la France à prendre d'autres décisions.
enfin, la justice française à prendre d'autres décisions. Donc on est vraiment dans une intégration aussi de la justice au niveau européen, et la France est devenue qu'une courroie de transmission, ou une cour inférieure. Et ça, quand on regarde l'histoire de France, c'est très marquant, puisque le roi a pu aussi, comment dire, unir la France d'un point de vue des institutions, par la justice. Les gens allaient voir le roi pour se faire en justice, et les autres cours souveraines, en fait, pliaient devant les décisions royales, puisque il y avait une suzeraineté, et puis le roi était sacré, donc nominalement il était au-dessus, sauf qu'ici on n'a pas droit, et que l'Union européenne n'a jamais été, n'a aucune légitimité à avoir une souveraineté supérieure aux États, hein, alors que le roi en a toujours eu, hein, par exemple, à l'époque, hein, quand on parle en France. Bon, donc ça c'est pas génial. Ne parlons même pas des lois. Il n'y a plus de législateur en France. Alors, la démocratie qui était si fière de faire des lois, il y a tout un tas de lois qui sont votées tous les jours, c'est pas la question. En fait, toutes les lois importantes sont prises au niveau européen maintenant, voilà, et il n'y a plus aucune résistance aux règlements européens qui sont retranscrits directement en droit national. Et on a vraiment l'impression que ça devient de plus en plus les parlements une chambre d'enregistrement, ou alors aller plus vite que l'Union européenne pour faire passer des lois, pour avancer l'agenda mondialiste. Bon, donc ça c'est sur l'aspect de la souveraineté de l'État français. Donc le tableau est pas très, malheureusement, un peu terrible. Mais il faut en avoir conscience, parce que souvent dans les combats politiques, j'ai l'impression qu'on fait comme si on était encore il y a 20 ans ou 30 ans, et qu'on avait une vérité, que l'État français en tant qu'État avait une réelle souveraineté, alors que c'est plus vraiment le cas. D'ailleurs, un phénomène qui permet de comprendre ça, c'est que plus en général les dirigeants, le gouvernement et tout ça font du bruit, euh, moins ils ont la main en fait sur ce qu'ils font, parce que c'est toujours un peu pareil. Les vrais puissants font pas trop de bruit d'habitude. Si on fait beaucoup de bruit, c'est qu'on compense peut-être d'autres choses aussi. J'ai l'impression. Après, donc ça c'était sur les aspects plutôt institutionnels, disons, mais aussi d'autres aspects, disons, intérieurs. C'est ce qui était marquant en 2022. Ça tout le monde le sait aussi, mais enfin bon, c'est important juste de le souligner. C'est quand même l'Église de France en déliquescence, d'un point de vue institutionnel, entre les scandales sexuels qui ont été d'ailleurs comment dire, bien manipulés, mais ce qui est très marquant, c'est que ça n'a pas été manipulé de l'extérieur de l'Église, mais même des autorités à l'intérieur de l'Église, quoi, avec ce rapport Sauvé, etc. Et de la même façon, la vexation des traditionalistes, enfin en tout cas de la messe traditionnelle, avec l'application de traditiones custodes. Donc on pourrait dire que la plupart des évêques ont été prudents, qu'ils n'ont pas appliqué ça à la lettre, et qu'il y a beaucoup d'endroits où ça continue de fonctionner, mais enfin en pratique, il y a quand même beaucoup d'endroits aussi où il y a eu des vexations, des suppressions de messes, des pressions, des attaques sur les autres sacrements, etc. Enfin, dans tous les cas, ce qui est très marquant dans ces deux cas, c'est que, outre la situation pratique, où en pratique la France n'est plus catholique, il faut quand même le dire, parce que c'est un fait, quoi. Il y a une inertie chrétienne qui continue, ça aussi c'est un fait, mais c'est plus du tout la situation par les années, je sais pas, en 80, même, où encore tout le monde était catholique, quasiment, et tout le monde savait à peu près encore ce que c'était le catéchisme, même si on était en train de dire. Aujourd'hui, ceux qui naissent aujourd'hui, il y a une minorité qui est baptisée, hein, ce qui montre bien ce que ça veut dire. Donc en tant que pays imprégné, je parle pas des minorités, hein, j'en parlerai plus tard. Et ce qui est marquant dans l'idée, c'est que malgré cette situation catastrophique sur le terrain, c'est les autorités elles-mêmes, sans attaque des révolutionnaires extérieurs, sans attaque des mondialistes spécifiques, qui continuent de s'enfoncer, quoi, quelque part. Ensuite, cinquième point que j'aimerais souligner, un peu plus général, mais on le sait,
c'est que on arrive aussi à un point de déliquescence de l'autorité qui est complète. Ça fait très longtemps qu'avec les histoires démocratiques, tout ça, on essaie de détruire, enfin, de détruire l'autorité dans son principe. Ça, c'est depuis la Révolution, hein, et la souveraineté populaire. Mais bon, en fait, quand on regarde les 2 derniers siècles, ça avait à peu près, en pratique, quand même, ça marchait pas, puisque c'était tellement évident qu'il fallait avoir des chefs que finalement, malgré des va et des viens, il y a eu beaucoup de chefs dans les 2 derniers siècles. Et là, on arrive vraiment à une déliquescence complète de l'autorité, et dans tous les plans, donc ne parlons même pas au niveau des institutions républicaines, où un président Macron est plus ridicule qu'autre chose, et vraiment a vraiment des réflexes du tyran qui, justement, n'ont tellement plus d'autorité qu'il ne peut que fonctionner à l'agressivité, enfin, au sentimentalisme, et bon, à la logorée verbale qui ne veut plus rien dire. Enfin, typiquement, celui qui n'a pas d'autorité. Et ça se trouve pareil partout, dans les écoles, dans les entreprises. Enfin, on arrive, pour le coup, si vous voulez détruire tout ce qui était patriarcal, ben, ils ont réussi, ben, on arrive à une anarchie ou un matriarcat qui fait que ça soit de l'État jusqu'à l'entreprise avec ses managements modernes, on vous prend pour des bébés et des enfants, et en gros il faut obéir sans réfléchir, mais on sait même pas à qui on obéit, quoi. C'est la gouvernance, c'est des grands principes. Ce qui est très embêtant, ce qui est très 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 embêtant, parce que quand on a une autorité qui est qui est encore existante avec des chefs identifiés et incarnés, même si c'est des tyrans, je dis même si c'est des tyrans, c'est mieux, parce qu'un tyran peut se convertir. Alors que là, le problème, c'est que c'est toujours pareil, on a l'impression que c'est une hydre sans tête. Donc, quand on coupe la tête, en fait, c'était pas la tête, il y a pas de tête, ou on sait pas qui c'est une sorte de gouvernance. En fait, il faut identifier, il y a des gens hein, qui tirent les ficelles et tout ça, mais le problème, c'est que il y a une sorte voilà, ils ont mis vraiment en place une sorte d'inertie d'esclavage, comment dire, de d'autocensure collective qui fait qu'il y a même plus forcément de gens qui tirent les ficelles clairement derrière. C'est les gens s'autocensurent, continuent, et puis personne ne va prendre de décision. Et dans les entreprises, je trouve que c'est très marquant. C'est pas vrai forcément pour toutes les entreprises, mais à cet aspect-là, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément une personne qui est vraiment prend vraiment des mauvaises décisions à proprement parler, mais en fait, il y a tellement beaucoup de gens qui prennent pas de décision ou qui prennent juste les décisions parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on comprend que c'est ce qu'il faudrait faire, parce que c'est ce qui est suggéré, etc. Voilà. Et bon, et ce qui est terrible, c'est que à cause des principes démocratiques qui sont maintenant devenus des dogmes fondamentaux, il n'y a plus personne qui résiste. Donc tout le monde accepte le fait qu'il ne doit plus avoir d'autorité. Sauf que en pratique, si on n'a pas d'autorité, on ne peut pas vivre. Donc les gens continuent à diriger d'une façon ou d'une autre, mais sans s'assumer. Donc voilà, on n'a plus de chef en fait. On ne sait plus où sont les chefs, et donc ça devient n'importe quoi. Et on le voit aussi pour la police, hein. Euh, la police ne se fait plus respecter depuis longtemps, parce que la justice ne suit pas, évidemment, et puis puisqu'en plus elle s'est décrédibilisée en obéissant à des ordres complètement iniques, en blessant des gens, des bons français dans des manifestations, en mettant en prison des gens qui n'avaient rien fait, en s'excitant sur des gens qui se défendent, et en n'arrêtant plus les criminels. Donc, on va pas forcément à pire, parce que voilà, c'est très compliqué. Je dois avouer que je me demande comment on peut faire pour arriver à vouloir devenir policier aujourd'hui. Entre le côté on va se faire tuer par les criminels parce qu'ils maintenant ils attaquent les familles, à part je sais pas si vous avez vu le film Bac Nord, qui est déjà complètement daté et qui est passé d'après les informations des gens qui connaissent un peu la police. On est à un stade beaucoup plus avancé que ça dans beaucoup d'endroits en France et pas que dans les grandes villes. Donc d'un côté, il y a cette insécurité, pas que sur le terrain, mais même dans sa vie privée. Et de l'autre côté, en plus, on a des gouvernements iniques qui nous donnent des ordres iniques, qui nous demandent de nous exciter sur la population normale. Je dois avouer que je comprends pas comment on veut devenir policier aujourd'hui, et comment on arrive à y rester à part par la peur ou par la peur de la rue. Bon, ça c'est encore une autre question.
Et enfin, dernier élément aussi que je trouve très marquant en 2022, que malgré toute cette situation-là, bah, il y a une fuite en avant. Une fuite en avant. Le gouvernement continue à ouvrir les valves de l'immigration. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on regarde certains grands titres des journaux, il y a écrit 2022, record, vague migratoire, je ne sais quoi. Il n'y a pas de vague migratoire. C'est le gouvernement qui naturalise à tour de bras. Et donc il n'y a pas de vague. C'est des portes qui sont ouvertes par les institutions républicaines depuis des dizaines d'années. Et bah, les immigrants, c'est très bien ça. Ils le font, et puis c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est logique. Et en attendant, c'est les intermédiaires qui sont plein les poches, et puis c'est la France qui continue de sombrer. Bon, voilà. Donc ça, c'était c'est tirer un petit tableau sur l'état concret aujourd'hui de la France. Alors ce qui est intéressant, alors là, c'est qu'on constate tout de même un recul du mondialisme, de l'attaque mondialiste en tout cas, qui n'était pas forcément évident, euh, qui, qui est vrai en France, mais en fait à l'international aussi. C'est-à-dire que par rapport à ce qui était annoncé, par rapport à ce qu'ils ont fait à un moment donné, qu'ils ont essayé de continuer, euh, bah, finalement cette histoire du corona et de la crise sanitaire semble avoir quand même raté. Et même au point que ce qui était intéressant, je trouvais là quand il y avait eu le forum de Davos, par exemple, un certain nombre de euh, personnages politiques, dont le président Macron, bah, ont évité d'aller à Davos parce que c'était pas bon pour leur cote, pour leur communication. Ce qui montre que, en fait, ils savent très bien qu'une part très importante de la population est convaincue comme nous, ce qui se passe, hein, parce que c'était tellement visible, les masses sont tombées, enfin c'était tellement absurde, avec des décisions contradictoires quasiment du jour au lendemain, et clairement avec des objectifs politiques avoués du totalitarisme qui s'assumaient. Bon, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont pris conscience. La plupart, ça c'est universel, évidemment, ne le diront pas, ne l'assumeront pas, mais n'en pensent pas moins. Et on le voit, alors vous me direz comment c'est à l'heure actuelle en France, mais je trouve que ça se voit le fait de cette fatigue de cette histoire-là, et que maintenant, moi ça m'avait marqué quand je suis rentré en printemps, même s'il y avait encore des pressions un peu sur le corona, cette fatigue des Français qui évitaient de parler de sujets politiques parce que bon, on n'avait plus envie de se disputer avec les gens qu'on rencontrait dans la rue, quoi. C'était suffisamment dur comme ça. Donc moi je me souviens, il y a 10 ans ou quoi, enfin, même les gens qu'on connaissait pas dans la rue, on pouvait aller débattre politiquement. Voilà, mais ça c'est marrant, c'est passé, ce qui montre aussi qu'on arrive dans une autre étape là. Voilà, c'est plus drôle quoi, ce qui se passe justement. Bon, donc donc bon, évidemment, hein, tout ce qui a été fait au niveau de l'avancée d'État totalitaire grâce à enfin, à cause de cette crise sanitaire reste dans la loi et c'est pas du tout jojo. Hein. Juste pour information, hein, ici par exemple au Japon, il n'y a jamais rien eu d'obligatoire et de coercitif sur toutes les mesures sanitaires. Jamais le masque n'a été obligatoire, jamais le confinement obligatoire. La seule chose, c'était les frontières qui étaient fermées. Après, donc on pouvait sortir, mais difficilement rentrer. Mais après le reste, il n'y a jamais rien eu. Et heureusement. Après, il y a d'autres différences. En France, c'est sûr que les gens résistaient. Ici, personne n'a résisté. Donc, voilà. Mais on n'était pas on n'était pas contre la loi, par exemple, de se promener sans masque. En France, on pouvait se promener sans masque, mais effectivement, il fallait quand même risquer d'avoir 120 euros, et puis et puis plus après, donc c'est sûr que c'était pas la même menace. Ensuite, bon, évidemment, on voit que maintenant il y a une sorte de nouvelle tentative entre l'énergie et l'écologie, et cette tentative là d'accélérer les choses en voulant impliquer toute l'Europe de l'Ouest, enfin tout le monde occidental, d'ailleurs
dont le Japon compris dans la guerre contre la Russie. Bon, tout ça, c'est des choses très dangereuses. Donc après, on verra ce qui se passe. Ce qui est étonnant, peut-être, je sais pas, on verra de toute façon, mais c'est que ce reflux est quand même quelque chose de positif, je pense, parce que ça montre, ça nous rappelle que nos ennemis ne sont pas forcément si puissants qu'ils le disent non plus, et et que eux-mêmes sont aussi victimes finalement de ce désagrégement précédent que j'ai dit de l'autorité, de tous les aspects de la souveraineté. C'est que quand on n'a plus la souveraineté, qu'il n'y a plus d'autorité, on peut plus vraiment non plus imposer ses vues. Ça devient trop contradictoire. Bizarrement, de façon contradictoire, si le XXe siècle a réussi à faire des totalitarismes aussi terribles et aussi, je veux dire que l'Église conciliaire a tellement détruit, c'est parce qu'il y avait des hiérarchies très fortes finalement et qui profitaient de l'inertie de structures hiérarchiques traditionnelles très pures euh, qu'ils ont utilisé avec donc une obéissance aussi très forte des populations parce qu'ils étaient habitués à obéir, ce qui est une bonne chose parce que parce que bon déjà c'est naturel et puis deuxièmement quand les gouvernements étaient justes ben voilà, mais forcément c'est pas pareil au moment où il y a un tyran qui arrive ben, les réflexes qu'on a ne changent pas forcément et ça peut donner des choses terribles. Aujourd'hui on est un peu dans l'inverse, c'est qu'ils ont tellement tout détricoté et désagrégé qu'ils n'arrivent plus forcément à imposer et à contrôler parce que les gens n'obéissent pas et il n'y a plus les structures institutionnelles pour faire obéir, enfin, pour forcer les gens à obéir comme par une pure terreur. Donc bon, il y a une sorte de flou là qui se met en place et donc il y a un combat, il y a vraiment un combat à mener, il y a un combat qui se passe et le combat n'est pas gagné mais il n'est pas perdu donc ça nous montre vraiment que le combat doit être mené et même si en sachant très bien que c'est pas nous qui contrôlons les choses, que c'est la providence en fin de compte et que c'est pas pour des victoires temporelles, mais c'est pour des victoires spirituelles en fin de compte. Et ça n'empêche pas qu'il faut se battre aussi de façon temporelle. Donc que faire? Que faire? Être raisonnable. Je pense que l'enseignement principal, c'est en toute chose garder raison, enfin garder être froid, garder la raison, être raisonnable et pas s'emballer, pas sous-estimer, pas surestimer. C'est compliqué. Donc j'ai parlé de la souveraineté. J'ai parlé du fait qu'il y avait quand même un certain reflux, ou un raté en tout cas, des menées mondialistes en 2022. Ce qui était intéressant. Quand on rentrait dans une autre étape plus violente, plus, voilà, où avec des guerres qui commencent à être ouvertes, des choses qui font penser aux années 30, mais en fait, bref. Et mes troisième point, pour revenir à la France, parce que c'est quand même ça le sujet, euh, c'est vrai que d'un point de vue institutionnel, ça devient de plus en plus invivable. J'ai en tout cas, à la fois des témoignages que j'ai et puis de l'extérieur, il y a eu quatre points qui montrent ça, qui montrent que vraiment impossible d'être républicain aujourd'hui. Je comprends qu'à une époque, à la limite, à l'époque de Jean-Marie Le Pen par exemple, quand lui il considère qu'il finalement il était parlementaire, qu'il a réussi grâce à la République, qui est faux en pratique, hein, puisque il vient de l'Ouest, tout le monde était royaliste, et même ceux qui disaient républicains, ils étaient républicains de façade, mais en fait, ils avaient des valeurs traditionnelles. Ce qui est toujours, c'est toujours les gens qui sont terribles, c'est ceux qui s'affichent quelque chose, mais qui ont en fait des valeurs contraires. C'est comme un catholique qui dit catholique, mais qui est en fait complètement pas catholique. Bah, un républicain qui en fait a des valeurs royalistes, enfin, quelqu'un qui dit républicain, mais qui se comporte comme un royaliste, ce qui a été le cas en fait pendant longtemps dans la France républicaine. C'est pour ça que ça pouvait fonctionner, plus ou moins. Sauf que comme les principes étaient pas bons, bah, au bout d'un moment, ça rebelle quand même. Bah, ça, c'est terrible parce que on se rend pas compte des mots. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que on arrive dans un monde où une sorte, les gens, enfin, il y a une adéquation entre petit à petit entre ce que les gens revendiquent et les valeurs qu'ils portent. Ce qui est quand même bien parce que ça clarifie les choses. Les masques tombent, comme on dirait, le diable se dévoile et ça permet
de diriger son regard vers Dieu aussi. Et donc quelques éléments qui sont, je trouve, qui- très symboliques de cet durcissement de la République en France, c'est l'interdiction de l'école à la maison complète, qui a été fait avant, hein, qui a été fait qui a été annoncé en 2020, passé en 2021, et là c'est en train de complètement supprimer. Alors ceux qui y étaient déjà peuvent continuer, mais pour tous les nouveaux c'est une catastrophe. Alors cette histoire de l'avancée de la culture de la mort, mais complète là, entre la constitutionnalisation de l'avortement et l'euthanasie, soit dit en passant, la constitution de l'avortement qui est faite par réaction à la politique intérieure américaine, ce qui prouve bien qu'on est aussi en train de devenir le 52e État des États-Unis, enfin, sauf si l'Union européenne n'est pas déjà le 51e, je sais rien. Enfin, peu importe. L'augmentation de l'État policier, enfin, on a de plus en plus voilà, de caméras, de policiers, etc. Bon. Et quatrième chose aussi, je trouve ça très choquant. Enfin, c'est faits divers. Bon, les faits divers, bon d'accord, mais il y a tous les jours des morts violentes en France, des gens qui sont assassinés, relevés, décapités. Après avec des choses qui sont scabreux, là, des femmes qui tuent des filles dans des choses qui ressemblent à des rites barbares, sataniques, qui viennent d'Afrique du Nord, sans compter ceux qui sont déjà ici. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses comme ça. Euh, les Lola, des familles qui se suicident tout entières, enfin, des trucs comme ça, enfin, des choses qui sont bon. Mais ça, à la limite, ça montre un très gros malaise. Mais il y a encore pire, je trouve, c'est le fait que on est arrivé à un point où vous aurez remarqué que la plupart des faits divers de grande ampleur, ou qui, ce n'est plus, enfin, c'est des guerres de clans en fait. C'est des guerres de clans entre populations étrangères qui sont en France. Par exemple, ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, il y a eu un gitan qui a été écrasé. Non, oui, c'était ça, un gitan qui a été écrasé, je crois, par une voiture conduite par des Marocains au moment où il y a eu la victoire du Maroc, alors je sais plus, encore du final, je sais plus quoi. Ce qui déjà, en soi, très... bon, voilà, voilà hein, ça veut tout dire. Hein, c'est plus l'équipe de France, c'est plus important quasiment l'équipe du Maroc ou l'équipe d'Algérie ou autre, bon, peu importe. Et comme il y a eu cette mort, alors, on se demande pourquoi un garçon de 14 ans était dehors à 1 heure du matin, de toute façon. Euh, bah après, la communauté victime s'est vengée sur la communauté qui a fait agressive. Donc on revient dans un système de guerre de clans, de vengeance, de vendetta, de guérilla. C'est exactement ce qui s'était passé en 2021, je crois, avec cette histoire avec les Tchétchènes et c'était les Tchétchènes et je sais plus qui, là, dans l'est de la France. Enfin, c'est très marquant, c'est-à-dire qu'on a tellement plus de contrôle. Ou alors, encore cette histoire là aussi avec cette euh, les Kurdes récemment, et ça aussi c'est très marquant. Et même les Kurdes, ils ont dit officiellement non non, mais il faut pas appuyer l'extrême droite, c'est n'importe quoi, c'est les Turcs qui nous ont attaqués. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des guerres de clan sur notre territoire entre populations étrangères et la France, en fait, ils s'en fichent complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que c'est juste un non-problème, c'est un non-sujet. Donc bon, je pense qu'il faut le savoir. Donc conclusion, que faire et quels sont quand même les éléments d'espoir, parce qu'il ne faut pas rester sur ce tableau euh, qui est un peu difficile, enfin, qui est un peu dur, même si je pense que c'est quand même la réalité. Comme je le disais auparavant, c'est que le combat continue, qu'il y a un vrai combat et qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de fatalisme. Almoraz disait que en politique, rien n'est impossible en politique ou que le fatalisme en politique est une imbécilité. C'est exactement vrai, c'est très vrai, puisque ça dépend de nos décisions, de nos actions. Donc voilà. Évidemment, voilà, le pouvoir est comme ça, il est complètement délétère et pourri, mais en même temps, c'est aussi ce genre de situation où de grands changements peuvent se passer, puisque quand plus personne ne soutient un pouvoir et ne consent que pour
préserver quelques intérêts personnels pour ceux qui en ont encore, ou par paresse, bon, c'est pas très solide. Donc, que faire, que faire, que faire, que faire? Ne pas être royaliste, voilà, on voit pas comment on peut faire sinon. Donc il faut se former, hein, pour convaincre les gens, parce que là il y a vraiment de quoi faire pour convaincre les gens. Il faut pas aller trop vite, ça dépend qui vous avez en face, mais juste présenter les faits d'une part de ce qui se passe et quand même faire comprendre, enfin, dire qu'il n'y a pas un problème. Et si la personne a suffisamment de volonté pour dire oui, il y a peut-être un problème, ensuite aller à dire mais comment ça fonctionnait avant, quels sont les bons principes, voilà, bon. Après, je pense que c'est maintenant notre temps, et ça c'est la chance de notre temps, c'est qu'il faut se sanctifier et revenir à la foi. Le combat politique et le combat spirituel sont liés, en fait, et quand même dans l'histoire de France, c'est clair. Et le 20e, le 19e siècle avait, même le 18e, l'avait oublié, je pense, beaucoup. Et finalement, c'est une sorte de peut-être retour de flamme, en tout cas de punition, pour nous rappeler que on peut pas distinguer. On peut distinguer de combats, mais on peut pas les dissocier. On est des hommes qui sont un. Nous sommes un corps et une âme. Nous sommes membres pleinement du royaume, du corps politique français, du royaume de France, et de l'Église, et les deux en même temps. Et donc on peut pas être schizophrène, c'est pas possible. Et clairement aujourd'hui, c'est là le grand, je pense, cadeau de la Providence, c'est que d'un point de vue humain, la situation est tellement désespérée, parce que objectivement parlant, la situation est désespérée, d'un point de vue humain, je parle, que ça nous force à revenir à l'espérance surnaturelle, qui n'est pas inquiétisme, mais qui au contraire nous pousse à l'action et une action véritable, qui n'est pas un activisme, et ça je vous renvoie à une précédente conférence que j'ai fait sur ce sujet. Ensuite, je dirais que le deuxième axe, alors ça dépend évidemment votre âge, situation, vos capacités, mais pour les jeunes plus particulièrement, c'est vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les jeunes peut-être parce que c'est plus facile pour eux. Moi, ce que je dirais, c'est que on est vraiment dans un temps où c'est fini l'entrisme. Il faut arrêter de vouloir faire de l'entrisme. Et il faut arrêter de vouloir compter sur les institutions qui sont pourries à la moelle. À une époque, quand les choses, quand les gens qui étaient dedans, comme je disais avant, qui étaient républicains de façade dans des institutions mauvaises, et qui se comportaient encore de façon traditionnelle, on pouvait être illusionné, on pouvait croire, on pouvait discuter avec ces gens-là. Aujourd'hui, on arrive à un stade où ils détruisent tout ce qui touche. Donc il faut arrêter d'aller là-bas, vous ferez broyer, il faut arrêter de même mettre le doigt dans tous ces engrenages-là, et de juste investir dans des choses dès le départ, de s'investir, de contribuer ou de s'intégrer que à des choses qui sont sains, S-A-I-N, et sains, S-A-I-N-T. Donc sortez les associations républicaines qui sont organisées de façon démocratique, ça sert à rien. Ne vous investissez pas dans des entreprises qui pourront vous virer au bout de quelques mois, si, enfin, je veux dire, voilà, qui sont dans une logique démocratique ou qui n'ont rien à faire à vous, qui veulent vous rendre esclave, ou qui font des choses qui servent à rien, etc. Je dis pas qu'il faut démissionner, faut être prudent, etc. Mais faut pas avoir des illusions sur la réalité de ce qui se passe, donc il faut s'engager, faut pas s'engager comme si notre vie était là, quoi, parce que c'est pas ça. Et essayer de mettre le moins possible le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que dès que vous pouvez, ben, je sais pas moi, éviter de jouer le jeu, de payer les impôts, sortir la sécurité sociale, pas mettre ses enfants à l'école. Alors je sais que ça devient compliqué en France maintenant, faire ce genre de choses, que ça oblige à la désobéissance civile, mais même à rentrer dans l'illégalité parfois. Mais en fait, il faut essayer de le faire, et en tout cas, tout ce qui est légal, il faut le faire, et pour éviter d'avoir, parce que même si c'est inconscient, et ça, c'est en étant ici au Japon, ça me frappe aussi souvent, c'est cette accoutumance que beaucoup de Français ont pour le totalitarisme, sans même s'en rendre compte, simplement du fait de l'environnement, quoi, du fait de faire de petites
concessions ici, 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 de petit à petit, ça fait qu'après on arrive dans une situation, ça devient plus difficile de sortir. En tout cas, ça demande une beaucoup plus grande violence pour s'en sortir. Et ouais, voilà, donc c'est ça, ne pas jouer le jeu et se mettre à la disposition du roi. Tout ça, c'est facile à dire, difficile à faire, c'est très bien.